Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente au nom de Data Fazimatou, étudiante en Master 1 à la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie théorique de notre travail de TP intitulé Maîtrise de la sécurité des systèmes, introduction aux méthodes formelles. Donc, l'objectif de ce travail est de comprendre comment les méthodes formelles permettent de garantir la fiabilité, la sûreté et la sécurité des systèmes logiciels. Donc, après cette partie théorique, mes camarades interviendront directement dans le terminal et dans l'IDE pour vous montrer la mise en pratique de ces concepts. Commençons donc par définir ce que l'on appelle les méthodes formelles. Les méthodes formelles sont des techniques basées sur des fondements mathématiques et logiques utilisées pour la spécification, le développement et la vérification des systèmes matériels et logiciels. Donc, contrairement aux tests classiques, elles permettent de raisonner de façon rigoureuse sur le comportement d'un système en éliminant les ambiguïtés. Les objectifs principaux sont augmenter la fiabilité et la sécurité des systèmes critiques, détecter les erreurs de conception et de codage le plus tôt possible et enfin fournir une forte confiance dans le comportement attendu d'un système. Les méthodes formelles reposent donc sur trois piliers fondamentaux. Nous avons premièrement la spécification formelle. La spécification formelle, il s'agit ici de décrire précisément les exigences du système à l'aide des langages mathématiques rigoureux afin d'éviter toute ambiguïté. Le deuxième pilier est la vérification formelle qui consiste à démontrer mathématiquement que le système respecte bien ses spécifications, souvent à l'aide d'outils automatisés. Et enfin, le troisième pilier est le développement basé sur la preuve, où le système est conçu en même temps que sa preuve de correction, garantissant la conformité dès la conception. Le modèle check-in, quant à lui, est une technique de vérification formelle automatique dont son principe est d'explorer systématiquement tous les états possibles d'un système afin de vérifier si certaines propriétés sont satisfaites ou non. Cette méthode présente plusieurs avantages, parmi lesquels nous avons la détection automatique des erreurs. Elle fournit également des contre-exemples lorsqu'une propriété est violée. Elle ne nécessite pas d'expertise humaine en preuve après la modélisation. Des outils comme Spin, NuSMB ou Java Pathfinder sont couramment utilisés pour le modèle check-in. Dans la pratique pratique, vous verrez comment ce type d'outil est utilisé concrètement dans un environnement de développement. Nous allons maintenant parler de deux techniques d'analyse très utilisées, l'exécution symbolique et l'exécution concolique. En exécution symbolique, les entrées du programme sont considérées comme des symboles plutôt que comme des valeurs concrètes. Le programme est exécuté avec ces symboles et les variables sont exprimées sous forme de fonctions symboliques. Cela permet donc de générer des conditions qui mènent à différents chemins d'exécution. L'exécution concolique combine l'exécution concrète et symbolique, dont le programme est exécuté avec des valeurs réelles, tout en construisant en parallèle une représentation symbolique du chemin parcouru. Les contraintes obtenues sont ensuite résolues pour explorer d'autres chemins du programme. Pour mieux donc comprendre la différence, prenons un exemple simple avec une variable d'entrée x. En exécution symbolique pure, l'outil explore tous les chemins possibles en fonction de x. Par exemple, x est supérieur à 0 et x est inférieur ou égal à 0. Cette approche peut rapidement conduire à une explosion du nombre de chemins. Maintenant, en exécution concolique, on commence avec une valeur concrète, par exemple x égale à 3. Le programme suit d'abord ce chemin, puis l'outil résout la contrainte opposée pour générer une nouvelle entrée, comme x est égal à -1, afin d'explorer l'autre chemin. Cette approche est souvent plus efficace sur des programmes réels. La logique de OR, quant à elle, est une méthode formelle déductive utilisée pour prouver la correctitude des programmes. Elle repose sur le triplet de OR, noté P, P qui représente la précondition, C qui représente le programme ou l'instruction et Q qui représente la postcondition. L'objectif est de démontrer que si le programme commence dans un état qui satisfait la précondition, alors il se termine dans un état qui satisfait la postcondition. Prenons un exemple simple, un programme qui échange les valeurs de deux variables x et y. Grâce à la logique de OR, on peut trouver étape par étape que les valeurs sont correctement échangées et que la postcondition est bien respectée à la fin de l'exécution. Cette approche permet de démontrer formellement la correction du programme indépendamment des valeurs initiales. La logique de OR s'applique également aux structures conditionnelles et aux boucles.
Dans le cas d'une condition, on prouve que quelle que soit la branche exécutée, la post-condition reste vraie. Maintenant, pour les boucles, la preuve repose sur un invariant de boucle, c'est-à-dire une propriété qui reste vraie avant et après chaque itération. Cet invariant est essentiel pour démontrer la correction du programme. Pour donc conclure, les méthodes formelles offrent une approche rigoureuse pour concevoir des systèmes logiciels plus sûrs et plus fiables. Leur intégration dans les IDE modernes facilite leur utilisation dans des contextes réels. En comprenant et en appliquant ces méthodes, les développeurs peuvent réduire considérablement les risques d'erreur, notamment dans les systèmes critiques. Je vais maintenant laisser la place à la partie pratique où mes camarades vont vous montrer directement dans le terminal et l'IDE comment ces méthodes sont mises en œuvre concrètement. De ce groupe. Alors, je suis là pour vous présenter comment faire fonctionner le modèle checker. Dans l'exercice qui a été donné, notre groupe a choisi ce menu projet qui est de vérifier des propriétés sur un graphe d'état linéaire. Alors, je vais vous expliquer notre code sans plus tarder. Ici, nous avons déclaration de bibliothèque. Juste là, nous avons une structure du modèle checker. Nous avons notre structure ID, c'est-à-dire identifiant de ID ici, c'est-à-dire identifiant de l'état 0, 1, 2. Et nous avons le label aussi. Nous avons le label qui est une proposition automatique par exemple les stars, middle, end et next, l'index de l'état suivant du successeur. On peut simplifier qu'un seul successeur par état. Ok. Maintenant, nous avons les fonctions du modèle checker. Ici, comme vous constatez, ici, nous avons les états 0, 1, 2. Maintenant, ici, int, nb, stat, cela englobe tous les états. Nous avons les maintenant fonctions du modèle checker. Et lui permet la vérification automatique. Donc ça, c'est notre fonction. On avait déclaré qui permet maintenant la vérification automatique. Donc ici, ça va comparer d'abord label de l'état courant avec la propriété P. Si l'identifiant, si c'est identique, alors on retourne vrai, sinon on retourne faux. C'est juste ce que ça veut dire. Maintenant, nous avons vérification des XP. Vérification des XP. XP, si existe un successeur immédiat ou P, c'est vrai, on récupère l'état successeur, c'est-à-dire next. On vérifie si la propriété P est vraie dans cet état. Donc, par exemple, nous avons l'exemple ici. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer aussi le intman. Intman d'abord, ce que fait intman, lui, il parcourt tous les états du modèle. Il affiche l'état courant et son label. Il vérifie si la propriété star est vraie dans cet état. Si la formule X Mendel est vraie dans cet état, il affiche vrai ou faux pour chaque formule. Donc, encore, je peux dire que notre modèle checker explore le graphe d'état et il teste les propriétés pour chaque état. D'où concrètement notre projet ici, notre menu projet, il montre comment fonctionne le modèle checker d'après l'explication du code que j'ai eu à expliquer ici. Donc je vais venir, nous allons pratiquer maintenant ensemble. Alors phase de démonstration, je vais vous demander de venir sur le terminal, accéder là où le projet est sauvegardé, c'est-à-dire l'emplacement, et là, taper la commande gcc menu. Ok. Maintenant nous allons exécuter. Taper point. Désolé. Taper point slash. Ok. Alors voilà le résultat. Voilà le résultat attendu. Donc, notre modèle GQL fonctionne parfaitement. À mentionner ci-dessus, l'exécution symbolique exporte tous les états. Donc, à la fois, si on a peut-être 2, 3 états,
On explore tous les états au même moment pour gagner en temps. Bon, comme demandé, on a utilisé l'outil Anger, qui lui est de nature basée sur le C et Python. Donc, on l'a installé sur notre éditeur de code VS Code. Bon, je vais présenter un peu dans l'ensemble de l'outil. Bon, déjà, Anger, lui, comme je disais tantôt, il fonctionne avec le C. Ici, on a choisi comme exemple de code le buffer overflow. On va vérifier si la taille de mémoire est dépassée lors de check-in d'un password. Bon, on va passer une fois, je vais expliquer les petits scripts. Bon, j'ai là mon fichier que j'ai appelé vulnérabilité.c. Bon, déjà là, c'est juste un petit script qui permet de vérifier le mot de passe. Donc là, on demande à l'utilisateur d'entrer un mot de passe. On vérifie si c'est le mot de passe qu'on avait préalablement inscrit dans le code. Alors on lui affiche pour accès autorisé. Si ce n'est pas le cas, accès refusé. On va et quand on va compiler ce fichier, ça va nous générer le fichier que vous voyez ici, vulnérabilité, qui sera utilisé dans le fichier exploit vulnérabilité.py. Donc, comme vous voyez ici, on a d'abord notre fonction main. Bon, là, c'est juste l'affichage. On a ici la phase du chargement. Déjà, ça s'exécute en 5 phases. On a d'abord, pour la première fois, la phase du chargement. Ici, on charge le fichier. Comme j'avais dit dès le départ, ici, voici mon fichier vulnérabilité. Donc là, ça utilise le fichier vulnérabilité qui est l'exécutable vulnérabilité qui est ici. Et là, autoload slips. Ici, on demande à Anger de ne pas charger toutes les bibliothèques système. Donc cela va économiser énormément de temps et de mémoire. Ici, on va passer une fois à l'initialisation. Ici, l'état initial. Bon, l'état initial représente l'instantané de la mémoire et des registres au début du programme. Et là, on a ajouté l'option, on a ajouté les add option avec ici. Bon, à ce niveau, on dit à Anger, s'il trouve des zones de mémoire vides, il doit les considérer comme des variables symboliques, plutôt comme du vide. Donc, s'il y a des zones de mémoire vides, il doit les considérer comme des variables symboliques et non comme du vide. Et non comme du vide, oui. Bon, ici, on va passer maintenant, on va essayer la simulation. Là, c'est le cœur du script même. Au lieu de tester les mots de passe au hasard, Anger utilise le Simulation Manager. Et c'est avec ça qu'il va un peu plus facilement. Bon, ici, on a notre fonction qu'on a appelée ici la fonction find et correct, et qui a tout ça. Cherche un état où le programme affiche correct. Donc la fonction find ici cherche un état où le programme affiche correct. Et avec la ligne suivante, avoid lambda, comme ça. Bon, ça évite, on lui dit d'éviter ou abandonner immédiatement tous les chemins qui affichent rond. Donc c'est juste pour arriver au mot de passe qu'on s'est fixé. Bon, une fois qu'il a trouvé maintenant le chemin correct, il ne va pas donner une fois le mot de passe, car pour lui, le mot de passe est toujours une équation mathématique. Bon, voilà maintenant. Ici, on va faire appel au niveau de l'analyse. Ici, à ce niveau, on va faire appel voici notre forme. On va faire appel au solveur ZD3. Là, on va lui dire, arrivé à cet état gagnant, quelle valeur devrait avoir l'entrée standard. Le ZD3 résout l'équation et donne les octets exacts. Bon, là, maintenant, on va continuer avec l'analyse du buffer overflow. Donc, ici, le programme demandait un mot de passe avec un nombre de caractères défini. Alors, si Anger trouve que la façon d'afficher le mot de passe est d'envoyer un nombre d'octets, alors c'est là qu'il prouve qu'il y a un débordement. Parce que si peut-être notre mot de passe avait un truc comme 20 caractères, et ça, Anger lui trouve 30, là ça va renvoyer
qui a un buffer overflow. Et dans le cas contraire, aucune solution trouvée. Bon, maintenant, on va passer une fois à l'exécution à la compilation. Bon, là, maintenant, je veux une fois aller dans mon terminal. Bon, j'ai déjà activé mon environnement virtuel. En tout cas, je peux le réactiver encore. Bon, là, mon environnement virtuel est activé. Bon, maintenant, je vais lancer une fois mon GCC, mon compilateur qui va lancer mon fichier vulnérabilité.c. Dès que je vais le lancer, alors c'est déjà bon. Maintenant, je vais exécuter le fichier lui-même avec cette commande. Ouais, vulnérabilité. Voilà, on me demande d'entrer le mot de passe. Je vais essayer avec un truc que je ne connais pas. Après, on me dit accès refusé. Bon, maintenant, connaissant le mot de passe, je vais essayer voir. Ici, je vais essayer connaissant le mot de passe. Voilà. Ici, on me dit. Oh là là, je sais pas. Bon, je vais relancer mon fichier vulnérabilité.c. Je vais entrer mon mot de passe. Ouais, dès que je vais l'entrer comme ça. Voilà, on me dit correct, accès autorisé. Bon, maintenant, là, je vais lancer une fois mon fichier .py. Bon, là, maintenant, je vais utiliser cette commande. Voilà, dès que je vais le lancer. Alors, maintenant, il va se mettre à chercher. Voilà, je vais agrandir un peu mon écran. Voilà, ici, il dit analyse de vulnérabilité, buffer overflow. Ici, voici le binaire et le fichier qui est chargé. Voici l'architecture utilisée. Bon, ici, il n'a même pas fini. Voilà. Oui, ici, on a ici recherche. On passe vers Access Guarantee, qui est correct. Comme on avait spécifié qu'il se charge juste du côté correct. Voilà, ici on a le nombre de chemins trouvés. Voici le nombre de chemins évités. On a évité un seul chemin, on a trouvé un seul chemin. Voilà, on a trouvé la solution. Voici le mot de passe qu'on avait écrit, qui était Daoud. Bon, la longueur utile, le byte, là c'est 5 caractères. Voici le byte utile, le petit. Entrée normale, pas d'overflow. Bon, je vous remercie pour votre attention. Ce n'était que... Bon, nous allons maintenant passer à l'exécution concolique. L'exécution concolique concrète plus symbolique est une technique d'analyse de programme qui consiste à une exécution concrète avec des valeurs réelles et une exécution symbolique avec des valeurs symboliques. Dans l'exécution concrète, en fait, est une combinaison d'exécution concrète plus d'exécution symbolique. Afin d'explorer automatiquement tous les chemins possibles d'un programme, afin de détecter les erreurs ou comprendre son comportement, sans plus attendre, nous allons passer à la pratique et nous allons exécuter ce code que voici avec l'exécution concolique pour effectivement voir ce qu'il en est question. Comme précédemment, l'exécution symbolique permettait de voir, de vérifier en fait la véracité, c'est-à-dire vérifier si le code en fait est correct. En fait, l'exécution concolique va dans la même marge, mais ne s'exécute pas de la même manière. Où l'exécution symbolique faisait appel à des symboles et l'exécution concolique en fait fait abstraction de deux, donc utilise des valeurs concrètes et des valeurs symboliques pour pouvoir vérifier la véracité de ce code. Bon. Tout d'abord, nous allons exécuter ce programme avec GCC pour voir ce qu'il en fait. En fait, ce code prend en fait deux paramètres en entrée et en fonction des conditions, nous renvoie ce résultat dans Y nul en fait. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous compiler avec GCC et voir le rendu. Ok, comme nous pouvons voir présentement, nous n'avons aucun rendu. En fait, le code s'est exécuté normalement, mais nous n'avons eu aucun rendu. C'est pourquoi? Parce que aucune des conditions n'a été respectée. Au départ, on a initialisé x à 1, y à 0, et on a posé la condition si x est plus à 0, affecter y à y, on affecte x plus 1. C'est ce qui a été fait, sinon, le cas concret. Et au final, la valeur de y ne correspondant pas à 0, donc le rendu de print ne va pas donc s'afficher.
il ne va pas nous s'afficher. En fait, lorsque ces gens ne s'affichent, on peut pas que, on peut penser que ce code en fait est peut-être erroné ou qu'il y a une erreur qui s'est installée. Alors pour corriger cette erreur, nous allons utiliser donc l'exécution concordée pour vérifier si ce code en fait est correct ou pas. Bon, pour ce faire, nous allons utiliser l'outil CBMC Crash et le compiler pour voir si le code est correct ou pas. Bon, pour l'exécution, on va exécuter la commande CBMC-trace. Et voilà, comme pour le constater, nous avons une verification successful. Successful, en fait, ici vient nous dire que le code en effet est correct, donc il n'y a eu aucune erreur. Suite à une série d'analyses qui a été faite au préalable, il a analysé les conditions et il a analysé les boucles s'il y en avait. Et nous avons eu le rendu final qui veut dire successfully, donc pour dire que le code en fait est correct. Bon, bon, passons maintenant à l'illustration de la logique OR. Bon, le programme que nous voyons ici illustre la logique OR pour prouver la correction des fonctions simples. Pour commencer, nous avons ce programme. Donc, je me suis basé sur 3 fonctions essentielles. La première fonction est factorial in n. Bon, si on peut dire en français, calcul du factoriel avec invariante de boucle. Bon, en entrée, nous avons P, qui est une précondition, et Q, qui est une post-condition. La précondition, c'est la condition qui doit être vérifiée avant l'exécution du code, et la post-condition, c'est le résultat attendu après l'exécution du code. Bon, dans cette première fonction, nous définissons tout d'abord la fonction factorielle avec pour précondition n supérieur ou égal à 0 inclus par assert. Et comme boucle, nous avons utilisé la boucle white pour gérer les conditions. Et enfin, nous avons pour résultat qui doit être n égal à résultat égal à n factoriel, autant pour moi. La seconde fonction que nous avons, c'est factorial with assertion, c'est-à-dire factoriel avec assertion. Maintenant, à ce niveau, nous avons cProvide assert. Ici, nous avons choisi pour précondition n supérieur ou égal à 0. À l'intérieur, nous avons des invariants qui résultent. Nous avons comme invariante résulte égal à all result. Vous le voilà ici, résulte égal à all result. C'est notre invariant, autant pour moi. Et enfin, nous avons une post-condition, c'est-à-dire n est résulte égal à n factoriel. Et enfin, on résulte un résultat. Là, nous avons une fonction récursive. C'est-à-dire elle va faire appel à la première fonction déclarée plus haut et ce dernier va refaire l'opération plusieurs fois en fonction du nombre de factoriels qu'on souhaite réaliser. Et enfin, nous avons la dernière fonction qui est in absolute value, donc une fonction qui permet de nous calculer la valeur absolue d'un entier. La précondition, c'est celle qui doit être vraie avant l'exécution du programme, et la post-condition, c'est le résultat attendu après l'exécution du programme. L'invariant propriété qui reste, et l'invariant, c'est la propriété qui reste vraie, quel qu'en soit qui est vrai qui est vrai à chaque itération de la boucle. Maintenant, nous allons passer à l'exécution pour voir, et nous allons commencer par le modèle check, par lancer CBMC, qui est le modèle check qui va nous permettre de savoir si le système répond fonctionne autant pour moi. Nous allons lancer CBMC. Voilà. Nous allons lancer CBMC. Or,
or point C. Point C. Une fois ceci fait, nous avons lancé. À chaque boucle présente dans notre code, le modèle check va essayer de vérifier si les conditions posées sont vraies, et ceci pour tous les cas possibles présents dans notre code. Et le cas est fait ici, et nous constatons qu'effectivement le système est correct. Maintenant, nous allons utiliser le compilateur C pour voir le résultat attendu. Et là, nous tapons GCC. Et là, nous tapons GCC. Et là, nous tapons GCC-de 8. GCC-de 8. De 6 autant pour moi. O maintenant. Ouais. Et nous tapons. Maintenant, on choisit le schéma. Point anti-slash or 22, autant pour moi. Et nous voyons le résultat escompté. Ici, nous calculons le factoriel de 0 à 5. Et voici le résultat affiché. Nous calculons également la valeur absolue d'un nombre négatif et positif. Et enfin, nous calculons et nous conjecturons avec le factoriel de 5. Preuve que le programme fonctionne correctement et le modèle check a été illustré. Merci pour votre attention.